Bonjour à tous. TAFTA ou TTIP, derrière ces deux acronymes, le même projet de libre-échange entre l'Union européenne d'un côté et les États-Unis, un traité qui soulève quelques incompréhensions de part et d'autre. Pour éclaircir ces zones d'ombre alors que s'ouvre le 13e cycle de négociations à New York, nous recevons aujourd'hui Édouard Boursieux en direct de l'INSEC. Bonjour Édouard Boursieux. Vous êtes représentant de la Commission européenne en France sur les questions commerciales. Première question, est-ce que ces négociations sont si opaques que certaines personnalités politiques veulent bien le dire? On a beaucoup dit, beaucoup répété qu'elles étaient opaques. Moi, je suis prêt à soutenir l'inverse et pour de bonnes raisons. Tous les textes que la Commission, au nom de l'Union européenne, met sur la table des négociations sont sur le site internet de la Commission. Ils sont librement accessibles pour tout à chacun sur le site internet de la Commission. Régulièrement, aujourd'hui, on en a vu beaucoup s'exprimer dessus, disent voilà, c'est un traité opaque, on n'a pas accès au dossier, ou alors on a accès, on a ça le sécurisé, on n'a pas le droit de filmer, écrire, ni rien. Non, les gens qui disent que c'est opaque, qu'on ne sait rien sur ces négociations, que tout est caché, c'est des gens qui n'ont pas fait l'effort d'aller sur le site internet de la Commission. Il suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche TTIP, TTIP, Commission, et vous arrivez là. Et il y a des centaines de documents qui sont disponibles sur le site de la Commission. Et pas seulement des documents généraux de présentation des négociations, mais, comme je le disais à l'instant, les textes juridiques qui sont mis sur la table des négociations, qui sont des textes longs, complexes, techniques. Ils sont en anglais, en français? En anglais, mais avec des notices explicatives qui sont souvent traduites en français par ailleurs. Est-ce que, in fine, une fois que si cet accord est ratifié des deux côtés, ça sera au Parlement de les finaliser, de les accepter dans la législature nationale? Alors, c'est toujours au Parlement européen. Toujours depuis 2009, c'est quelque chose d'assez récent, depuis le traité de Lisbonne. C'était une des innovations du traité de Lisbonne et un des progrès du traité de Lisbonne. Donc c'est aux États membres, aux 28 États membres à l'unanimité, au Parlement européen. Et le cas échéant, ça dépend du profil de l'accord, ça dépend du type de choses qui sont négociées dans l'accord. Ça peut aussi être aux parlements nationaux. D'accord. Et dans le cas du TTIP, très probablement, ce sera aussi aux parlements nationaux de ratifier l'accord. Et si un parlement national fait défaut, dis non. C'est quelque chose qu'évidemment on ne veut pas envisager. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est non seulement transparent, mais qu'on est dans le débat, qu'on est là pour parler avec les parlements nationaux, avec les citoyens, avec la société civile, parce que la pire des situations, c'est de conclure un accord qui, au bout du compte, n'est pas ratifié par un parlement. Alors il y a d'autres points qui suscitent des interrogations. Alors voilà, je vais en citer plusieurs. On cite le poulet élevé au chlore, le bœuf aux hormones, les IGP AOP qui n'auront plus vraiment de sens, ou alors l'obligation d'exploiter le gaz de schiste. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on agite comme ça en épouvantail, ou ça va être vraiment une problématique amenée par ce traité? Alors il y a deux catégories qui sont très différentes dans les objets que vous venez de mentionner. Il y a d'un côté la question du bœuf aux hormones, du poulet au chlore, du porc à la ractopamine, des OGM, du gaz de schiste, où là on est très clair sur le fait qu'il n'y aura pas de changement par rapport à la situation actuelle. Là où on a des différences fondamentales avec les États-Unis, ces négociations ne reviendront pas sur ces différences fondamentales. Mais si les normes, on va dire, sont choisies sur le moins 10 ans. Mais il est hors de question de choisir les normes sur le moins 10 ans. Au contraire, on a à la fois dans le mandat de négociation et dans les documents stratégiques de la Commission pris l'engagement de si jamais il doit y avoir convergence des normes, que ce soit uniquement convergence vers le haut. Mais en réalité, ce qu'on va faire beaucoup plus, c'est aussi là où les niveaux de protection sont les mêmes, de l'environnement, du consommateur, comme c'est le cas globalement dans la sécurité des voitures, par exemple. Essayer d'obtenir des accords de reconnaissance mutuelle pour simplifier les choses, éliminer la bureaucratie. On n'aura pas de bœuf aux hormones en France. Mais on n'aura pas, là où c'est différent, comme le bœuf aux hormones, il n'y aura pas de changement. On n'aura pas de bœuf aux hormones en France ou en Europe. Comme les États-Unis n'abaisseront pas du tout de leur côté leur réglementation hyper stricte sur la listeria, par exemple. Ils sont beaucoup plus stricts que nous. Il n'y aura pas de changement. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait le moins de changement là-dessus. En revanche, vous avez parlé des indications géographiques. Là, c'est une problématique qui est complètement différente. Ça, c'est un vrai enjeu de la négociation. Il s'agit pour les Européens
de défendre les indications géographiques européennes. On a un système dont on est très fier, qu'on a fait reconnaître par beaucoup de pays dans le monde. Beaucoup, en plus. Et exactement, en Rhône-Alpes, que ce soit dans les vins, dans les produits laitiers, le poulet, la noix de Grenoble, qui a été un des premiers problèmes en termes d'indications géographiques il y a plus de 100 ans avec les États-Unis. Sur tous ces sujets-là, on a énormément d'intérêt à défendre et on veut obtenir une forme de reconnaissance de nos indications géographiques aux États-Unis. Donc ça, c'est un vrai enjeu dans les négociations. Là, il y a des négociations. Et alors, il y a un dernier point qui soulève aussi de nombreuses interrogations, c'est ces commissions d'arbitrage qui pourraient être mises en place, enfin ces arbitrages tout court, qui offriraient la possibilité à une entreprise de porter plainte contre un État. Est-ce que ça, c'est pas problématique dans le sens où l'État ne pourra pas porter plainte contre l'entreprise? Et je vais vous couper un instant. On va dire au revoir aux téléspectateurs de TLM et nous, on va continuer sur YouTube. Donc, si vous voulez avoir la réponse sur ces arbitrages, regardez-nous sur YouTube. On est toujours ensemble maintenant sur le site de Lyon Capital. Donc voilà, on parlait des arbitrages et du fait qu'une entreprise, si elle considère qu'une norme va à l'encontre peut la menacer dans son activité, pourrait porter plainte contre un État. Ça, c'est inacceptable. Et les inquiétudes qui se sont exprimées sur ce sujet étaient totalement justifiées. Il est impensable qu'une entreprise puisse, sur la base de ce type d'accord, attaquer un État qui régule dans l'intérêt général, en fait, qui prend des dispositions dans l'intérêt général pour protéger l'environnement, pour protéger la santé des citoyens. Pour toute autre forme de politique publique légitime dans l'intérêt général. Quel parti a introduit cette notion Tout ça fait référence à un système de protection des investissements qui existe depuis plus de 50 ans en réalité. Il y a 3400 accords de ce type-là qui ont été négociés à l'échelle mondiale, 1400 qui ont été négociés par les États membres de l'Union européenne. C'est les États membres de l'Union européenne qui ont été à l'origine de ces systèmes. Le but initial, c'était de protéger les investissements à l'étranger contre l'arbitraire de l'État, dans certains cas, contre l'expropriation sans compensation. Donc il fallait s'assurer du fait qu'on peut toujours exproprier une entreprise, mais il faut un minimum de compensation. C'est le respect de la propriété privée, ça fait même partie c'est l'article 17 des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme. Le problème, c'est que les mécanismes qui avaient été mis en place jusqu'ici pouvaient laisser la place à des dérives. Et il y a eu des dérives dans les années récentes avec des entreprises qui se sont servies de ce type de mécanisme pour remettre en cause des politiques publiques légitimes. Donc il y avait vraiment un besoin de réforme de ces dispositifs de protection des investissements. En même temps qu'on a pris conscience de ce besoin de réforme de la protection des investissements, la compétence pour la négociation de ces accords est passée du niveau national, des 28 États membres de l'Union européenne, au niveau européen, là aussi avec le traité de Lisbonne. Et donc, la responsabilité de réformer tout ça est retombée sur les épaules de l'Union européenne, et notamment dans ses négociations avec les États-Unis. Donc ça a été un très gros enjeu, une très grosse discussion dans le cadre des négociations avec les États-Unis. On a stoppé les négociations sur ce sujet pendant 1 an et demi. On a fait une vaste consultation publique. Ça va reprendre alors Ça reprend maintenant parce qu'au bout d'un an et demi, on a mis sur la table une réforme qui est radicale de ces dispositifs et où on substitue notamment aux tribunaux d'arbitraux privés, qui étaient très critiqués, une cour publique sur les investissements, avec des juges qui sont nommés par les États et qui ne sont pas nommés par les investisseurs, et toutes les garanties nécessaires pour s'assurer que les politiques publiques légitimes ne soient pas le moins du monde remis en cause il y aura des garde-fous qui sont à tous les étages. Il y a une mention explicite, notamment quelque chose qu'on a souvent dit, que le fait qu'une entreprise voit ses profits diminuer par l'instauration d'une nouvelle législation, d'une nouvelle règle, n'est pas en soi un motif pour attaquer un État. Là, l'objectif clair du coup de ce traité, donc le TTIP, c'est d'augmenter la croissance. Donc on parle donc c'est 50% du PIB national, on va dire, ces deux zones géographiques, internationales, autant pour moi, mondiales. On parle de 2 millions d'emplois que ça pourrait créer d'ici 2027, c'est quelque chose comme ça. Est-ce que cette croissance, est-ce que la croissance est un objectif en soi, si ça se fait par exemple au mépris d'emplois sur le territoire national? Je vais prendre l'exemple par exemple du port en France.
si le port américain est amené à concurrencer le port français, est-ce que finalement ces 2 millions d'emplois ne vont pas être créés dans des pays qui ont des normes actuelles moins fortes que nous en France? Et du coup, les Américains vont prendre des parts de marché au port français qui, eux, pourraient mourir dans ce cas-là? Non, il faut faire très attention à ce qu'on fait dans ces négociations. C'est pas la croissance pour la croissance, c'est pas les échanges pour les échanges. Il y a effectivement un objectif de contribuer à la consolidation de la reprise en Europe, à la création d'emplois en Europe. Il est clair que la situation actuelle, elle n'est pas satisfaisante pour quiconque. Donc on a un moyen de contribuer à stimuler l'activité en facilitant les échanges entre les deux rives de l'Atlantique. On l'a fait dans d'autres cas, c'est très important, au-delà des modèles prédictifs sur ce qui pourrait se passer avec ce type d'accord, de regarder ce qui a été fait jusqu'ici. On a négocié un accord très comparable avec la Corée du Sud, qui est mis en œuvre depuis 4 ans. Il y avait beaucoup d'inquiétudes en France, par exemple, au moment où on a mis en œuvre l'accord avec la Corée du Sud, dans l'automobile notamment. Arnaud Montebourg, qui était le ministre de l'Industrie de l'époque, avait demandé immédiatement l'instauration de mesures de sauvegarde, etc. Le résultat, après 4 ans, c'est que dans l'automobile, on a triplé nos exportations automobiles vers la Corée du Sud, qui était un pays qui a un marché émergent très important, en croissance rapide, et qui était un pays qui était très difficile d'accès pour les constructeurs européens, parce qu'il y avait beaucoup de mesures non tarifaires, c'était un maquis de mesures non tarifaires, qu'on a traité dans l'accord avec l'automobile. Résultat, on a triplé nos exportations d'automobiles en Corée du Sud et on avait un déficit commercial avec la Corée du Sud en matière automobile qui est devenu un léger excédent. Donc on a un accord qui a donné de très bons résultats. Dans l'automobile comme dans les autres secteurs, il y a eu 70% d'augmentation des exportations européennes vers la Corée du Sud. Et pour parler de produits agricoles dont vous parliez à l'instant, dans les produits laitiers par exemple, et encore une fois dans Rhône-Alpes, on produit, moi je viens de Saint-Marcelin, on produit beaucoup de produits laitiers qu'on peut exporter partout dans le monde, qui sont reconnus pour leur qualité. On a triplé les exportations de produits laitiers françaises vers la Corée du Sud en l'espace de 3 ans. Donc en résumé, aucune inquiétude à avoir sur ce TAFTA? Non, il faut être vigilant. C'est des négociations qui sont difficiles. Qui sont entre 2 grandes puissances commerciales, mais il ne faut pas partir perdant. Il ne faut pas être défaitiste. Est-ce que sur un accord bilatéral, vous n'avez pas peur que ce soit la raison du plus fort qui l'emporte? La raison du plus fort, moi je suis prêt à vous prendre au mot qu'en matière commerciale, le plus fort c'est l'Europe et ce n'est pas les États-Unis. On a un excédent commercial de 100 milliards d'euros sur les États-Unis. On est la première puissance commerciale mondiale. On est le premier partenaire de 80 pays dans le monde, les États-Unis de seulement 20 pays. On a négocié des accords avec la Corée du Sud ou avec le Canada qui sont plus ambitieux que les accords négociés par les États-Unis. On n'a pas à rougir quand on négocie avec les États-Unis. Ce n'est pas facile, ce n'est pas un partenaire facile, mais nous non plus. Très bien. Je vous remercie, Édouard Boursieux. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. On était à l'INSEC sur des tables magnifiques d'étudiants. Je remercie Élise qui était aujourd'hui à la technique et on se dit à demain pour un nouvel Autre Direct.